Bonjour à tous et l'Agence internationale de l'énergie est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des universités AIE Afrique. Je m'appelle Zakia Adam et je suis manager statistique au sein de l'agence et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec Jean-Baptiste Dubreuil qui est analyste senior du gaz à l'agence et qui partagera avec vous les conclusions des deux rapports sur le marché de l'électricité et du gaz, ainsi que quelques analyses sur l'Afrique. Je vais juste passer au prochain slide. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire une mise en contexte sur ce qui nous rassemble aujourd'hui et vous dire quelques mots sur l'AIE ainsi que euh, pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec notre institution. Donc, l'agence, elle a été créée en 1974 à la suite du premier choc pétrolier. C'est une organisation internationale destinée à faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays membres. Et elle s'est tout d'abord donnée pour but d'assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques, principalement le pétrole, afin de soutenir la croissance économique. L'AIE a depuis étendu son expertise à toutes les énergies. Nous étudions en détail presque tous les pays du monde, tous les secteurs énergétiques, ainsi que toutes les technologies. Nous avons environ 300 statisticiens, analystes, modélisateurs et experts de l'énergie qui travaillent au sein de l'agence et nous assurons aussi un rôle de conseil auprès de nos membres. Nous travaillons énormément sur le climat et la transition énergétique aussi. À travers nos formations, nous collaborons étroitement avec beaucoup de pays. Justement, nous avons notre programme de renforcement des capacités en matière de statistique et de modélisation pour 10 pays africains. Et ce programme, elle a été mis en place avec le soutien de l'Union européenne. Au sein de notre programme, il y a plusieurs pays francophones, dont le Bénin, le Sénégal et la RDC, que je salue au passage. Finalement, si je vous rappelle que pour être informé de toutes nos activités sur l'Afrique, nous avons nos groupes WhatsApp ainsi que notre communauté LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en faire partie. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Baptiste pour nous présenter. Merci Zakia, bonjour à tous. Mon nom est Jean-Baptiste Dubreuil, je suis analyste principal pour le gaz naturel à l'AIE et c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour échanger sur nos dernières publications dans les secteurs de l'électricité et du gaz, voir un petit peu les grandes tendances au niveau mondial ainsi que ce qui se passe dans le marché africain concernant l'électricité et le gaz. Ce sont des publications, j'en profite pour le dire, ce sont des publications qui sont disponibles en langue anglaise sur le site internet de l'AIE et qui sont téléchargeables gratuitement. On va commencer par l'électricité. Alors, au niveau mondial, les principales tendances concernant l'électricité, vous pouvez voir sur cette première page l'évolution de la croissance mondiale en électricité selon les principaux marchés. D'abord, la tendance de cette évolution, ce qui est matérialisé par les points rouges, ce qu'on peut voir, c'est que la croissance a été relativement soutenue sur les 5-6 dernières années, avec évidemment un point particulier sur l'année 2020, une croissance en léger recul. On est sur un recul qui est de l'ordre d'un peu plus d'une centaine de térawattheures au niveau mondial. Il faut savoir que c'est moins de 2%. Si on compare cet impact à celui qu'on a vu au niveau du complexe énergétique global, qui est de l'ordre de 4%, et sur les énergies fossiles en particulier, avec un pétrole qui a baissé de près de 9%, le charbon 4% et le gaz 2%,
on voit que l'impact il est relativement faible pour le secteur électrique du fait des confinements et de l'impact généralisé du Covid en 2020. L'année dernière, on a eu un rebond très important, 1500 TWh, à peu près 6% de croissance au niveau mondial, avec évidemment une reprise très très forte de l'activité suite au relâchement des mesures de confinement qu'on a connues en 2020. Si on regarde un petit peu plus loin maintenant les prochaines années, évidemment, pour 2022 et plus loin, on n'imagine pas que la croissance très forte de 2021 va devenir une tendance. Il y a un effet de rattrapage par rapport à ce qui a été perdu ou ce qui a été retardé en 2020, et on revient sur une tendance qui est un peu plus stable, entre 600 et 800 TWh de croissance par an. Ce qui est intéressant de regarder, c'est quels sont les principaux moteurs de cette croissance au niveau mondial. Sans grande surprise, parmi les pays individuellement contributeurs à cette croissance de la demande électrique, on va trouver la Chine, que vous voyez sur ce graphique en bleu ciel. C'est le premier contributeur individuel en termes de croissance de la demande électrique au niveau mondial. Un facteur intéressant, même en 2020, même pendant la crise du Covid, la demande chinoise en électricité a continué d'augmenter. Il faut savoir, enfin, pour ceux qui l'ont oublié, le Covid a eu un développement un petit peu particulier en Chine, puisqu'il s'est fait sur le tout début de l'année 2020, contrairement à son expansion dans le reste du monde, et il a été maîtrisé assez rapidement. Donc, la pandémie a eu un impact relativement faible sur la croissance énergétique chinoise par rapport évidemment au reste du monde. En dehors de la Chine, on trouve évidemment d'autres pays moteurs comme l'Inde, que vous voyez en vert pâle, avec une contribution qui est aussi constante et importante. On trouve des pays ou des régions plus matures. Vous voyez les États-Unis en bleu sombre et l'Europe en vert sombre. La contribution de ces pays, elle est plus faible, notamment dans la partie prospective, puisqu'on est sur des économies matures dans lesquelles la demande en électricité va croître de façon plus faible à l'avenir, puisque les besoins sont moins importants et que aussi on vise à plus d'efficacité, plus de modération énergétique. Et puis le reste du monde, qui se trouve dans la barre grise, en incluant l'Afrique, a aussi un rôle très important dans le rebond qu'on voit sur 2021 et dans la croissance évidemment pour les prochaines années. Si on regarde maintenant cette image du marché mondial de l'électricité, non pas en termes de demande, mais en termes d'offres, et comment cette offre est fournie au marché mondial de l'électricité, par type de combustible, par source d'énergie, visuellement, il y a deux facteurs qui sont très marquants. Le premier, c'est le rôle très important du charbon, que vous voyez en marron sur le graphique. Le charbon, c'est le principal contributeur au rebond de la demande électrique cette année. C'est aussi la principale énergie qui a été touchée l'année précédente, en 2020, lors de la baisse de la demande. Et ça a été par le passé une source fortement contributrice à l'augmentation de l'offre électrique au niveau mondial. Alors, évidemment, il y a une corrélation qui est assez forte avec la croissance de la demande électrique en Chine, puisque le charbon est la principale source de production d'électricité dans le marché chinois. Mais il n'y a pas que la Chine, évidemment, il y a un certain nombre de pays, que ce soit des pays émergents ou des pays plus matures, qui utilisent du charbon dans leur mix électrique. Le deuxième facteur qui est aussi visuellement très important, c'est la contribution très forte aussi des énergies renouvelables, que vous voyez en vert pâle sur le graphique.
ces énergies renouvelables ont une contribution croissante dans le passé, y compris en 2020. Donc, on a une diminution de la demande nette qui est faible, puisque je disais tout à l'heure, on est à moins de 200 TWh de baisse. Mais en fait, la baisse de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles est beaucoup plus forte, puisque les combustibles fossiles, et notamment le charbon, ont dû faire face à une demande plus faible et à une croissance des renouvelables, vous pouvez voir, qui ont augmenté de quasiment 500 TWh produits en 2020. La contribution des renouvelables, elle va augmenter dans les prochaines années. Dès cette année, c'est de façon très visible le premier facteur de croissance de la demande électrique, qui dépasse d'ailleurs pour cette année et pour l'année prochaine la demande en elle-même, ce qui va avoir pour effet de pousser d'autres sources en dehors du mix de production électrique, notamment des sources fossiles, et parmi ces sources fossiles, le pétrole, les produits pétroliers, qui sont une des sources les plus chères et les moins efficaces de production d'électricité. Le corollaire de cette forte contribution du charbon à la production électrique mondiale, c'est évidemment une contribution importante en termes d'émissions de CO2. Là, vous le voyez en termes d'évolution annuelle de ces émissions du secteur électrique et les différents contributeurs. Donc, en marron, le charbon, en mauve, le gaz, et en gris, les autres énergies fossiles, donc les produits pétroliers. Le charbon est le principal contributeur, vous voyez, hein, et sur cette année 2021 qui vient de se terminer, c'est la très grande majorité, voire la totalité des émissions du secteur, l'incrément d'émissions du secteur électrique qui provient du charbon. Le gaz naturel joue aussi, contribue à cette augmentation des émissions, mais il y a un effet de substitution, c'est-à-dire qu'une partie de l'augmentation de la demande de gaz pour la production électrique se fait aux dépens du charbon. Donc, on substitue une énergie très fortement carbonée, le charbon, par le gaz, qui est aussi une énergie fossile, mais dont le contenu carbone est plus faible. Pour les 3 prochaines années de notre prévision, comme vous pouvez le voir, la contribution incrémentale, donc l'augmentation marginale chaque année des émissions de CO2 est appelée à diminuer. Et c'est lié de façon très logique à la très forte présence des renouvelables dans l'augmentation du mix électrique mondial. Donc, voilà pour ce premier tour d'horizon au niveau mondial. Ce qu'il faut savoir, bien évidemment, quand on parle d'énergie, et tout particulièrement d'électricité, c'est qu'il n'y a pas une seule vision mondiale, mais autant de visions du marché électrique qu'il y a de régions, voire même de pays. Si on regarde maintenant ce qui se passe en Afrique de façon un peu plus détaillée, on est sur une tendance au niveau du continent africain, une croissance qui est plus forte que la moyenne mondiale. Vous pouvez le voir sur la gauche, le taux de croissance moyen avant 2020, il était aux alentours de 2 à 3%. En 2020, on a eu une baisse de ce taux et une forte reprise sur l'année 2021 avec le rebond que j'évoquais tout à l'heure au niveau mondial. Pour l'Afrique, ça se traduit par une croissance de plus de 5%. Cette croissance n'est pas appelée à devenir, encore une fois, la nouvelle tendance. Et nos estimations pour le court moyen terme, donc de 2022 à 2024, c'est un retour un peu sur le haut de la fourchette de ce qu'on a vu avant 2020. On est sur du près de 5% pour cette année et pour les 2 années suivantes, 2023-2024, autour de 3% en moyenne pour le marché africain. Avec cependant des différences qui sont assez visibles d'un marché à l'autre. Vous avez sur le graphique quelques pays qui sont des pays particulièrement importants en termes de part de marché au niveau de la consommation d'électricité en Afrique. Et
les régimes de croissance sont évidemment très différents. Si on prend l'Afrique du Sud, par exemple, on est sur un marché qui est plutôt mature en termes de taux de pénétration de l'électricité. Donc, on a le rebond qu'on a observé au niveau mondial, il est présent aussi en Afrique du Sud, mais on revient sur des taux de croissance qui sont très faibles, qui sont de l'ordre de 1%, et on a observé avant le choc de la pandémie de 2020, des taux de croissance qui déjà étaient quasi nuls, voire négatifs pour l'année 2015 et 2016. Sur d'autres marchés relativement matures, hein, vous voyez l'Égypte par exemple, on a eu une très forte croissance de la demande électrique dans les années qui ont précédé, qui est liée aussi à des questions d'accès à la ressource, notamment en Afrique du Nord, que ce soit l'Égypte ou l'Algérie, qui sont des pays producteurs et exportateurs de gaz. Il y a une corrélation très forte entre l'accès à la ressource gaz et l'électrification du pays. L'Algérie est un cas un petit peu différent puisque le taux d'électrification est déjà très élevé. Donc, on est sur un marché qui est aujourd'hui assez mature en termes d'électricité et avec un taux de croissance qui est appelé à diminuer. Une différence assez forte à noter entre l'Égypte et l'Algérie, qui sont tous les deux, je disais, deux pays producteurs d'hydrocarbures et dans lesquels la production d'électricité est très fortement dépendante du gaz. On a des orientations de politique énergétique qui sont différentes, puisqu'en Égypte, le gouvernement a un plan de réduction progressive des subventions au prix de l'électricité et au prix du gaz, notamment pour les clients industriels, qui fait que, vous pouvez le voir, le taux de croissance est appelé à diminuer progressivement, alors qu'en Algérie, on n'est pas encore dans cette logique-là et on a une demande qui est encore très dynamique malgré la maturité du marché. Le Maroc et le Nigeria, qui sont deux pays aussi importants, ont des taux de croissance plus faibles. Le Maroc, on est sur le cas d'un marché aussi assez mature, qui lui, pour le coup, ne dispose pas d'hydrocarbures, il les importe, que ce soit du charbon, que ce soit du gaz, mais qui a des ambitions relativement fortes en termes de développement de son potentiel de renouvelable. Et le Nigeria est un cas encore différent, parce que le Nigeria est aussi un pays producteur d'hydrocarbures, mais qui a un problème d'accès à la ressource pour son marché local, notamment en termes de gaz, que ce soit en termes de capacité d'infrastructure, de gazoduc pour pouvoir amener le gaz jusqu'aux centrales, et aussi de connectivité des centrales au réseau principal nigérien. Donc, dans le cas du Nigeria, on n'est pas véritablement sur une croissance faible, entre guillemets, puisqu'on est à 2-3%, qui est lié à une maturité du marché, mais qui est lié à un problème de goulot d'étranglement d'accès aux infrastructures de production de gaz et d'électricité pour satisfaire la demande électrique au Nigeria. Un facteur évidemment très important dans la croissance de la demande électrique, c'est la croissance économique sous-jacente. Là, vous avez quelques exemples, encore une fois, pour ces quelques pays que nous avons, pour lesquels nous avons fourni un niveau d'analyse un petit peu plus détaillé dans le rapport. Donc, Afrique du Sud, Égypte, Algérie, Maroc, Nigeria. Et vous voyez que le taux de croissance par rapport à un point de départ 2019, la tendance est sensiblement différente d'un pays à un autre. On a des pays qui partent d'un point négatif à cause de la récession de 2020, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria dans une moindre mesure. Donc, sur l'Afrique du Sud et l'Algérie, on arrive en 2024 à un niveau de PIB qui est sensiblement supérieur à 2019, mais à peine plus, puisqu'on est en cumulé à peu près 2%. Sur le Maroc et le Nigeria, on a une meilleure reprise, donc on est à peu près 10% au-dessus du niveau de 2019. Et puis l'Égypte, on voit qu'en Égypte, malgré la situation du Covid, on n'a pas eu de récession en 2020. Et donc on a une tendance qui est beaucoup plus forte, avec un effet de rattrapage qui fait qu'on aurait une croissance cumulée de 25%
au niveau de 2024 par rapport à 2019. Évidemment, la croissance économique veut dire une augmentation de la richesse, une augmentation de l'activité industrielle, donc plus d'énergie et évidemment plus d'électricité. Ce qui, avec le niveau de maturité et de développement des réseaux électriques que j'évoquais tout à l'heure, explique aussi les différentes tendances en termes de demande électrique qu'on peut voir sur ces différents pays africains. Si on compare maintenant l'Afrique avec des métriques un peu plus globales, la part de l'électricité dans la consommation d'énergie finale, donc pour les différents utilisateurs individuels ou collectifs, est beaucoup plus faible que dans la plupart des régions. Vous pouvez le voir en termes relatifs sur le graphique de gauche et en termes absolus, en termes relatifs à droite, en termes absolus à gauche. En termes de térawattheures, vous voyez que sur l'Afrique, on est à peu près sur des niveaux équivalents à l'Amérique latine ou au Moyen-Orient, voire à l'Eurasie, un petit peu en dessous de 10 000 TWh, mais avec une part de l'électricité, donc la barre grise dans le graphique de gauche, qui est beaucoup plus faible que sur ces marchés-là. Si on regarde maintenant en relatif, en termes de mégawattheures par individu, en Afrique, on est sur à peu près 10% couverts par l'électricité. C'est la moitié de ce qu'on voit au niveau de la moyenne mondiale, parce qu'on a une utilisation, une part très prépondérante de la bioénergie et notamment du bois pour les usages de cuisson, et qu'on n'a pas le taux de pénétration du gaz, par exemple, sur les usages domestiques que l'on peut trouver dans d'autres régions productrices comme l'Eurasie ou comme le Moyen-Orient. Si on regarde maintenant l'évolution de l'offre d'électricité pour les pays africains pour les prochaines années et leur évolution sur le passé, il y a deux grands facteurs de croissance. Vous le voyez sur la gauche au niveau de l'Afrique au global, ce sont le gaz naturel et les renouvelables. Ça se fait essentiellement dans une logique de croissance de la demande électrique, mais on a aussi un effet de substitution, notamment par rapport à de la production à partir d'autres énergies fossiles, et notamment de pétrole et de produits pétroliers. Si on regarde maintenant la dynamique individuelle de quelques pays, vous voyez en Afrique du Sud, ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur une croissance qui est beaucoup plus faible, qui reste à court et moyen terme tirée par le charbon, même si on trouve du développement de ressources renouvelables, notamment avec de l'éolien. Sur l'Égypte, on reste sur une croissance qui a été très fortement dominée depuis 2015 par le gaz, avec le développement des ressources très importantes en offshore dans la Méditerranée. Et c'est le gaz qui va continuer de tirer la production d'électricité égyptienne dans les prochaines années. Sur l'Algérie, on a une dépendance à 98% du parc électrique au gaz naturel qui est produit et exporté localement. Donc, cette dépendance, elle continue d'augmenter, même si le gouvernement algérien a mis en place un plan de développement des ressources renouvelables, notamment du solaire, avec des objectifs ambitieux, mais qui devrait se concrétiser dans un horizon qui dépasserait celui de cette prévision. Sur le Maroc, on est dans une logique un petit peu différente, puisque le Maroc, comme je disais tout à l'heure, importe ses hydrocarbures. Donc le Maroc a vraiment un besoin beaucoup plus important en termes d'indépendance énergétique de développer
ces ressources renouvelables. Ça s'est déjà concrétisé sur les années précédentes. Vous voyez, dès 2018, avec une croissance des renouvelables qui a permis de diminuer la demande de gaz et la demande de pétrole pour la production d'électricité, et puis aussi la mise en service d'une centrale à charbon qui a permis d'augmenter aussi la production d'électricité. Sur les prochaines années, ce qu'on voit, c'est un taux de croissance des renouvelables qui est supérieur à la croissance de la demande, qui va permettre de réduire la production de gaz à partir de gaz et à partir de charbon, et donc de réduire aussi l'intensité carbone de la production d'électricité au Maroc. Et enfin, le Nigeria, encore une fois, le marché nigérian n'est pas limité par ses besoins en demande, mais plus par ses besoins en accès aux capacités de production électrique. En l'occurrence, gaz, vous voyez que le rôle du gaz continue de rester très marginal en termes de croissance dans les prochaines années. Et on a, par contre, des renouvelables qui permettent de maintenir une croissance sur le court et moyen terme. Cette évolution du mix africain, cette très forte dépendance aux hydrocarbures, essentiellement du gaz et du charbon, mais dans certains pays des produits pétroliers, elle se traduit par un taux d'intensité carbone de l'électricité produite qui est supérieur à la moyenne mondiale. Si vous regardez le graphique de gauche, vous avez la moyenne mondiale en noir et la moyenne africaine en jaune. Donc on est inférieur à la Chine, mais supérieur à la moyenne mondiale. C'est lié essentiellement à la dominance du charbon dans un certain nombre d'économies, en particulier de l'Afrique du Sud. Si vous regardez sur le graphique de droite, on voit bien que l'intensité sud-africaine est beaucoup plus importante, encore une fois, du fait de la prédominance du charbon. Le Maroc, qui consomme aussi du charbon, se trouve au-dessus de la moyenne. Les autres pays, qui sont surtout des pays dans cet échantillon à dépendance gazière, se trouvent en dessous. Alors, on n'a pas fait le détail des autres pays consommateurs en Afrique, mais vous avez évidemment des pays dans lesquels la part des renouvelables, et notamment de l'hydroélectricité, est plus forte, que ce soit en Afrique orientale, tous les pays, dont l'Égypte d'ailleurs, qui utilisent les ressources en fil de l'eau sur le Nil, ou la RDC avec Inga, ou également en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire ou d'autres pays qui ont aussi de l'hydraulique. Mais cette tendance est sur un profil baissier, puisque on le voit entre 2015 et 2024, comme la part des renouvelables augmente dans le mix africain, l'intensité carbone de l'électricité en Afrique va diminuer. Voilà pour cette partie sur l'électricité. Je souhaiterais maintenant vous présenter le pendant de façon un peu plus succincte sur le gaz naturel, pour mettre en contexte, encore une fois, le marché africain du gaz dans un contexte plus mondial. Si on regarde l'évolution au niveau mondial de la demande de gaz naturel sur la dernière décennie, ce que vous voyez sur la gauche, on voit qu'on a une croissance soutenue de l'ordre de près de 2% en moyenne sur cette décennie, avec 2 années à très forte croissance, l'année 2018 où on a dépassé les 5%, et l'année dernière, 2021, avec 4,6% de croissance. La demande de gaz a diminué en 2020, 1,9%. C'est moins que la baisse de la demande électrique, mais c'est plus, l'effet de résilience a été plus important que pour le pétrole et pour le charbon, pour la simple et bonne raison que, notamment dans le secteur électrique, le gaz naturel, qui à l'époque en 2020 était très compétitif,
à déplacer du charbon dans un certain nombre de pays, notamment dans des pays matures comme les États-Unis ou comme l'Europe, où l'effet de prix a joué en faveur du gaz. Si on regarde maintenant un petit peu plus en détail comment cette croissance sur les 10 dernières années s'est répartie par région et par secteur, c'est ce que vous voyez sur la droite. En termes de région, c'est un petit peu la même histoire que ce que j'évoquais tout à l'heure pour l'électricité. L'Asie-Pacifique et la Chine en particulier ont été, sur la dernière décennie, le principal moteur de la croissance gazière mondiale, avec près de 40% de la demande incrémentale entre 2011 et 2021 portée par cette région. Ce qui est intéressant de voir par rapport à l'électricité, c'est qu'on a une présence très forte de marchés matures, et en particulier de l'Amérique du Nord, dans cette croissance sur la dernière décennie. Alors ça, c'est un facteur un petit peu spécifique, qui est lié à la croissance de la production de gaz de schiste aux États-Unis, qui a commencé plus tôt dans la première décennie du siècle, entre 2005 et 2008, mais qui a eu vraiment tendance à prendre son essor sur la décennie suivante, avec notamment aussi la croissance d'huile de schiste, donc de production de pétrole de réservoirs compacts, qui a aussi permis d'augmenter la production de gaz naturel aux États-Unis. Cette production américaine de gaz, elle s'est traduite par une demande de gaz, demande globale de gaz plus importante, mais aussi, encore une fois, des effets de substitution. Depuis le développement de cette production de gaz de schiste, les États-Unis consomment de moins en moins de charbon, et la part du charbon a été divisée par plus de 2 aux États-Unis sur la dernière décennie. En dehors de cette exception américaine, ce sont surtout des marchés à forte croissance. Je disais l'Asie-Pacifique, vous voyez le Moyen-Orient aussi en vert pâle, et l'Afrique. On retrouve l'Afrique qui représente à peu près 10% de la croissance mondiale de gaz sur les 10 dernières années. En termes de secteur, maintenant, le point qui lie à la partie précédente de la présentation, c'est que c'est le secteur électrique, quasiment à parité avec l'industrie, qui ont tiré cette croissance gazière. Alors, les réalités sont un petit peu différentes d'une région à une autre. Pour faire simple, je dirais qu'en Asie, c'est plutôt l'industrie, parce que la production d'électricité, la croissance de la production d'électricité, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, elle est plutôt tirée par le charbon que par le gaz. Par contre, l'industrie et en Chine, les usages résidentiels et commerciaux, notamment le chauffage, sont plus tirés par le gaz naturel. Pour les États-Unis et pour le Moyen-Orient, c'est très clairement la production d'électricité qui tire les usages du gaz, avec une augmentation de la demande électrique et avec des effets de substitution. Donc, aux États-Unis, on consomme moins de charbon, au Moyen-Orient, on consomme moins de pétrole dans la production d'électricité. Enfin, pour l'Afrique, c'est un petit peu des deux. C'est surtout de la production d'électricité, mais on a aussi un effet de production industrielle qui va jouer surtout dans les pays producteurs de gaz, donc dans la partie plutôt Maghreb, Afrique du Nord, avec le développement d'un certain nombre d'industries intensives et notamment de pétrochimie et d'engrais qui utilisent le gaz non pas comme une source d'énergie, mais comme une matière première pour la production de produits finis, semi-finis. Voilà l'évolution depuis 2000 de la consommation de gaz en Afrique. Les deux enseignements, je dirais, qu'on peut tirer de cette évolution, la première, c'est que même si l'Afrique continue de jouer un rôle relativement faible au niveau mondial de la demande gazière, on voit quand même que cette demande gazière africaine, elle a quasiment triplé entre 2000 et 2021. C'est de 60 milliards de mètres cubes à près de 180 milliards de mètres cubes. Donc c'est non négligeable. Le deuxième enseignement, c'est que cette demande, elle reste fortement concentrée géographiquement au niveau des grands pays producteurs de gaz et d'hydrocarbures en général. Vous voyez l'Algérie
en bas du graphique, l'Égypte, dont la part a augmenté très fortement, notamment dans la décennie précédente avec le développement des ressources en mer, en Méditerranée. Et on trouve le Nigeria, le troisième gros producteur en mauve sur le graphique, avec encore une fois le Nigeria qui est dans une situation non pas de limitation de la demande, mais plus de limitation de l'offre, puisque le Nigeria est le principal détenteur de ressources de gaz naturel en termes de réserves, mais ces réserves sont moins exploitées et moins distribuées pour le marché local qu'elles ne le sont dans les pays d'Afrique du Nord. Troisième point intéressant à noter, c'est aussi l'augmentation de la diversité parmi les pays consommateurs de gaz en Afrique. Ils sont plus petits en volume, mais ils sont de plus en plus nombreux. Notamment si on regarde l'Afrique subsaharienne, on voit, puisque encore une fois, la Libye, le Maroc, la Tunisie sont des pays qui ont un historique de consommation de gaz. Les pays d'Afrique subsaharienne non producteurs, on voit une croissance des usages qui se fait du fait de la croissance de la production ou du fait d'échanges. Je pense notamment à l'Afrique de l'Ouest, avec le système de gazoduc ouest-africain qui permet de desservir un certain nombre de pays autour du Nigeria, aussi d'un certain nombre d'initiatives qui sont en train de se développer en Afrique de l'Ouest dans les prochaines années, avec la mise en production du gisement de Grande Tortue entre le Sénégal et la Mauritanie, qui va permettre de développer la production d'électricité, de réduire aussi les importations de pétrole pour la production d'électricité dans ces deux pays. Je pense également au terminal d'importation de gaz naturel liquéfié qui a été installé l'année dernière au Ghana et qui va permettre aussi de diversifier la structure de l'approvisionnement électrique du Ghana. Et en Afrique du Sud aussi, un certain nombre de projets qui visent à réduire l'utilisation de diesel dans la production d'électricité en important du gaz naturel ou même en le produisant à partir de ressources locales. Pour arriver à cette évolution et à cette projection, puisque le rôle du gaz est un facteur particulièrement important dans la transition énergétique africaine. C'est quelque chose qui a été mis en avant par l'Union africaine, qui a été rappelé aussi lors de la dernière COP par le président nigérian qui a annoncé l'objectif de neutralité carbone de son pays à l'horizon 2060, reposant notamment sur une transition fondée sur le gaz. Un des aspects, un des enjeux de cette transition, c'est aussi l'évolution du logiciel de politique énergétique et de transformation des marchés en Afrique. Alors, encore une fois, les marchés africains de l'énergie et du gaz sont des marchés relativement jeunes, qui sont en cours de construction, en cours de développement, avec des besoins en termes de nouvelles infrastructures, mais on voit quand même des évolutions assez notables, et ça, c'en est une illustration que vous avez sur ce graphique, c'est l'évolution de la tarification du gaz en Afrique sur les 15 dernières années et sa situation aujourd'hui. Alors, pour décrypter un petit peu le jargon de ce graphique, vous avez 5 grands types de tarification qui sont recensés par l'Union gazière internationale dans son rapport annuel sur le tarif du gaz dans le monde. Ce que vous avez en bleu ciel, qui représente encore aujourd'hui l'essentiel de la tarification en Afrique, ce sont des prix régulés sous les coûts de production, donc ce sont des prix subventionnés. Une autre forme de régulation, c'est ce qu'on appelle de la régulation cost-plus que vous avez en bleu sombre, c'est-à-dire qu'on va avoir un prix qui ne va pas être un prix de marché, qui va être un prix fixé par une autorité de régulation, mais qui va quand même refléter les coûts, donc qui permet d'avoir une logique dans laquelle le producteur est remboursé de ce qu'il produit, plutôt que d'avoir une logique de coût subventionné par le gouvernement. Et on voit que depuis 2015, vous voyez sur le graphique de droite, cette part
de la régulation en cause plus, elle existe et elle s'est maintenue, avec une demande croissante. Donc, le volume en cause plus a augmenté. D'autres formes de régulation qui sont plus ou moins spécifiques qu'on trouve en gris. Et les deux dernières composantes en vert, ce sont des prix de marché, donc soit indexés sur le pétrole, c'est ce qu'on a en vert sombre, c'est ce qui se fait dans la plupart des cas où on importe du gaz naturel, soit indexés sur un prix du gaz, et c'est ce qu'on a en vert pâle. Dans le cas de l'Afrique, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de marché du gaz, il n'y a pas de bourse du gaz africaine, donc cette indexation gaz, elle va être liée à un autre indice, ça peut être un prix du gaz européen, un prix du gaz américain, ou un prix du gaz asiatique. Mais l'enseignement, si on regarde par rapport au volume que je vous montrais tout à l'heure, la demande de gaz en Afrique, elle triple depuis 2000, et la structure de cette demande et la façon dont elle est valorisée, elle est tarifée, a beaucoup évolué. Donc on voit un véritable mouvement de transformation des marchés pour vraiment intégrer des économies gazières dans la plupart des pays africains. Un point quand même peut-être de mise en garde, ou en tout cas qui modère un peu l'enthousiasme qu'on peut avoir sur la transition en termes de libéralisation des marchés gaziers en Afrique et dans d'autres pays aujourd'hui qui traversent ce processus de politique énergétique, c'est que la libéralisation, elle est évidemment plus facile dans des contextes où le gaz est abondant et où il est peu cher. Où ce qu'on voit aujourd'hui, et vous en avez l'illustration sur ce dernier graphique, c'est qu'on est actuellement dans des régimes de prix qui sont très incertains, très élevés et très volatiles. L'année 2021 a été marquée par une forte croissance de la demande gazière mondiale, avec la reprise suite à la pandémie de 2020. Vous le voyez, entre janvier 2021 et janvier 2022, les prix sont passés d'une dizaine de dollars à plus de 40 dollars sur l'année, sur le mois de décembre. Et aujourd'hui, évidemment, dans le contexte géopolitique qu'on connaît avec le conflit russo-ukrainien, on est sur des niveaux jamais vus de prix et de volatilité du gaz. Un facteur quand même qui modère cette incertitude, c'est que le processus, si je reviens un petit peu à ce que j'évoquais sur le slide précédent, le processus d'ouverture des marchés, ce n'est pas un processus qui se fait sur quelques semaines, quelques mois ou quelques années. C'est un processus qui prend plusieurs années, voire des décennies. On l'a vu en Europe, on l'a vu aux États-Unis, on le voit aujourd'hui en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Ça peut s'étendre sur une vingtaine d'années. Donc, ça n'est pas le prix de 2021 et de 2022 qui va décider de l'évolution des politiques énergétiques sur les prochaines décennies, mais évidemment, c'est un facteur qui ne joue pas en faveur de la croissance de la demande du gaz et, par effet de ricochet pour l'Afrique, qui peut maintenir un certain nombre de pays dans une dépendance au charbon ou au pétrole pour leur demande en électricité. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation a été utile. Merci encore. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour cette présentation très détaillée. Et nous avons reçu quelques questions dans les messages, dans le chat et dans la boîte à questions. Donc, premièrement, on a M. Paulin de la RDC qui nous demande, après le Covid-19, comment l'AIE peut évaluer et s'atteler à ce jour la demande et l'offre actuelle au niveau mondial en électricité en vue de satisfaire la demande avec la situation très brusque et perturbée des guerres en Russie qui se déroulent actuellement? Alors, merci beaucoup. C'est une question qui dépasse très largement le sujet de ce webinaire. Et nous avons, Zakia l'a rappelé, nous avons dans notre équipe de 300 collaborateurs beaucoup de statisticiens et d'analystes qui travaillent en permanence avec l'ensemble des pays, que ce soit les pays membres de l'AIE, les pays associés, mais aussi les pays non membres, pour aider à
à délivrer, à donner une information la plus transparente possible et la plus à jour possible au plus grand nombre. Et je reconnais qu'en effet, depuis 2 ans, ça a été un peu plus difficile, mais je pense que c'est aussi une des réussites des partenariats que l'agence mène avec tous ces pays, c'est de donner l'accès au plus grand nombre à cette information. Exactement. Et après, on a aussi, je me rappelle au début de la pandémie, on avait fait des petits scénarios pour essayer de comprendre, vu qu'on ne savait pas comment la situation elle allait évoluer, on avait fait des scénarios pour pouvoir chiffrer euh, les effets sur la demande et l'approvisionnement. Sinon, on a pas mal d'autres questions. On a Madame Fatia qui nous félicite pour le webinaire et qui nous demande la possibilité d'utiliser nos analyses et nos graphiques dans un rapport au Maroc en nous mentionnant. Donc ça, je pense que c'est mieux qu'elle nous contacte en privé. Peut-être on peut mettre ton email dans le chat box, Jean-Baptiste, pour Tout à qu'on… fait, oui, bien sûr. Alors, toutes les informations que nous avons et que nous présentons dans les rapports sont des données publiques pour la plupart d'entre elles. Elles sont retravaillées par l'AIE, donc on a une propriété intellectuelle dessus, mais ce sont des informations que, évidemment, à partir du moment où elles sont citées de façon appropriée, qu'on est tout à fait prêt à échanger et à partager. Oui, je serais tout à fait prêt à échanger avec toute personne intéressée pour partager ces informations. Très bien. On a une autre question de Célestin Cambou. En Afrique subsaharienne, quel domaine consomme le plus de gaz? En Afrique subsaharienne, la consommation de gaz, elle est essentiellement tirée par la production d'électricité et les usages liés au secteur de l'énergie. Donc, la production de gaz, la production de pétrole. Il y a une partie qui est très difficile à évaluer, c'est le gaz qui est soit réinjecté pour augmenter la production de pétrole, soit des fois malheureusement qui n'est pas valorisé, donc il est brûlé ou il est ventilé, et qui est utilisé aussi pour toutes les installations liées à la production de pétrole, donc faire tourner les moteurs, utiliser les compresseurs, etc. Dans les pays dans lesquels il y a des raffineries ou des usines pétrochimiques, il y en a quelques-uns, notamment des raffineries, on utilise aussi le gaz pour améliorer les processus de raffinage. C'est essentiellement ces usages-là. Merci. On a une autre question de la RDC. Le 10% de l'Afrique représentée dans la croissance mondiale du gaz, peut-on savoir le pourcentage qui revient en RDC? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas les chiffres en tête, mais le gaz en RDC, de façon générale, en dehors de ces 3 pays que j'ai cités, qui sont l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria, la croissance, elle est importante puisqu'on part de marchés dans lesquels il n'y avait quasiment pas de demande. La croissance relative est importante, mais la croissance absolue, elle est très faible aujourd'hui. Merci. On a une autre question qui nous demande de partager les versions électroniques des présentations. Donc, comme vous voyez, on est en train d'enregistrer la session. Donc, nous allons la mettre sur YouTube. Et ensuite, vous aurez aussi un lien pour télécharger le PDF de cette présentation. Donc, tout sera disponible bientôt. On a d'autres questions. En parlant d'Afrique, les pays de la zone Afrique centrale ne sont pas représentés. Je pense que c'est plus dans ce qu'on a montré qu'on n'a pas représenté. Oui, tout à fait. Alors, on couvre tous les pays dans la mesure où on peut avoir accès à des informations. C'est plus ou moins difficile selon les régions du monde, mais on essaye de faire une estimation, notamment quand on fait la prévision, pour avoir tous les pays. Alors, je ne sais pas si la question concerne l'électricité ou le gaz. Pour l'électricité, on représente tous les pays dans la mesure du possible. Pour le gaz, il faut savoir que tous les pays du monde ne consomment pas du gaz, contrairement à l'électricité. Et en Afrique, il y a un certain nombre de pays qui ne consomment pas du tout de gaz, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas. Exactement.
Il y a une autre question sur votre graphique. Je n'ai pas vu la consommation individuelle d'énergie en Afrique. Je pense que ça, c'était sur un diapo sur l'électricité. Alors, il me semble, oui, qu'il y avait la consommation individuelle par habitant. Je peux remontrer Mhm. le graphique. Je crois que c'était celui-ci. Donc, vous avez sur le graphique qui est à droite la consommation en mégawattheure d'énergie sur la par usage final, excusez-moi, et par forme d'énergie. Donc, vous avez l'électricité qui est en gris et en termes absolus, donc sur le graphique de gauche, en térawattheure, vous avez la même représentation qui donne la consommation, vous avez les barres vertes qui va vous donner la consommation aussi par habitant en mégawattheure par personne, et la composition en térawattheure, toute forme confondue. Donc, ce qu'on voit, c'est que le niveau en Afrique est plus faible que la moyenne mondiale, et évidemment que la plupart des régions, et que dans ce niveau en absolu, si on regarde en relatif, la part de l'électricité, donc la barre grise sur le graphique de droite, est plus faible également, puisqu'on est à peu près à 10%, contrairement à la moyenne mondiale qui est plutôt de l'ordre de 20%. J'espère que ça répond à la question. Merci Jean-Baptiste. Et pour les participants, n'hésitez pas aussi à lever la main si vous voulez poser une question à l'oral ou prendre la parole pour faire un commentaire. On a encore 5 petites minutes pour pouvoir discuter avec Jean-Baptiste. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en profite juste pour repréciser et encourager les personnes qui sont intéressées à venir consulter le site internet de l'AIE, sur lequel vous allez retrouver non seulement les rapports auxquels on fait référence, mais aussi toute une série de données statistiques, d'informations qui sont publiées, qui sont transparentes, qui sont pour la plupart d'entre elles libres d'accès, et qui vous permettent vraiment d'avoir une vision très détaillée, la plus actualisée possible, la plus détaillée aussi possible, par usage, par énergie et par pays. Et que dans le cadre des différents programmes que Zaki a évoqués, on fait un effort particulier sur l'Afrique pour essayer justement d'augmenter la visibilité sur les données africaines. Et on a un certain nombre d'initiatives qui sont tant sur l'électricité que sur la transition, que sur le rôle des hydrocarbures et du gaz en particulier, qui vont nous permettre justement de donner encore plus de visibilité à ces données pour le marché africain. Et si vous avez d'autres questions après, n'hésitez pas à nous envoyer par email. Je vois une autre question dans le chat. Quel est l'intérêt de représenter la consommation individuelle par habitant? Moi, je voyais plus une consommation par ménage. Alors, ça peut être, oui, c'est une autre façon de le représenter, et c'est ce qu'on fait notamment pour la consommation d'électricité ou d'énergie dans le secteur du résidentiel. Après, là, on est sur une consommation agrégée, donc on met aussi la consommation du secteur industriel et d'autres. Et là, ça ferait plus de sens de le faire par site industriel. Donc, le dénominateur commun le plus logique, c'est par habitant. Mais c'est vrai que
Je suis d'accord avec monsieur, la dame qui a posé la question. Si on est vraiment sur l'usage énergétique résidentiel, on peut faire ce type d'analyse par foyer. Oui. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je regarde s'il y a quelqu'un qui a levé la main. Non. Ben, je remercie vraiment tout le monde pour toutes les questions et encore une fois, Jean-Baptiste pour la présentation et pour tous les participants, n'hésitez pas à revenir vers nous et aussi à regarder notre site Internet comme Jean-Baptiste vous l'a dit. Il y a une mine d'informations et sur l'Afrique dans plusieurs rapports sur sur tous les produits, tous les fuels et sur tous les secteurs aussi. Et je vous dis merci encore et à bientôt pour le mois prochain pour notre prochaine session du webinaire Afrique. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Merci.